Bienvenue, bienvenue. Bienvenue au Café Numérique. J'ai une petite question à vous poser. Qui est déjà venu à un Café Numérique avant? Waouh, ok. Donc, c'est super. Je vais quand même vous le présenter vite fait. Café Numérique, c'est... Café Numérique, c'est ça, c'est l'innovation, c'est promouvoir l'innovation au plus grand nombre, c'est promouvoir le numérique, le digital, les nouvelles technologies au plus grand nombre possible dans différents domaines. Ça peut aller de l'agriculture, en passant par le retail, en passant par le scientifique, en passant par l'industrie, en passant par plein de choses. L'idée, c'est vraiment ça, promouvoir l'innovation et les technologies au plus grand nombre. Alors, Café Numérique a une proposition de valeur, évidemment, vous avez compris. Le but, c'est d'apprendre des choses, mais pas seulement, c'est aussi de rencontrer du monde. Donc ça a toujours été dans notre ADN. Du coup, on aime bien cette baseline, c'est entre le bar et la conférence. Entre le fait d'apprendre quelque chose et de rencontrer des gens et de passer un bon moment. Ça, c'est Café Numérique. J'espère que ce sera le cas pour vous aujourd'hui. On a fait plus de 130 événements, si je ne me trompe pas. Donc, on espère qu'aujourd'hui, ce sera le cas aussi. Ils ont fait un taf de dingue. Du coup, je vous les présente. Alors, à gauche, on a Mélissa. Mélissa qui est experte en marketing digital. Elle est juste là. Voilà, bravo. Ensuite, nous avons Sam qui est expert en web également. Alors, vous l'avez normalement tous rencontré, croisé à l'entrée, et vous l'avez peut-être croisé dans vos messages, dans vos emails. Il connaît à peu près tout le monde par cœur. Sébastien Léoui, te caches-tu? Voilà. Elles sont absentes ce soir, Florine et Marine de chez Deux. On peut quand même les applaudir, elles reverront la vidéo. Et moi-même, Jérémy, fondateur de Marketing Makers. Merci pour eux. Merci pour tout ça. Un grand merci à notre sponsor Malt. Alors Malt, pour ceux qui ne connaissent pas Malt, Malt c'est une plateforme qui met en relation les freelances qui cherchent des opportunités dans le digital avec les entreprises qui recherchent des freelances qui cherchent des opportunités dans le digital. Donc c'est une plateforme. Si vous êtes freelance ou si vous êtes de l'autre côté, évidemment, ça peut vous intéresser. Moi, j'en ai des retours vraiment topissimes. De freelance qui ont utilisé la plateforme, qui en sont très contents parce qu'ils ont trouvé des super clients et en plus de ça, ils ne s'occupent pas de la paperasse. Donc vraiment, investiguer cette plateforme, ça facilite le travail vraiment des deux côtés. En France, il cartonne, il commence à arriver en Belgique et il commence aussi à arriver en Allemagne. Vraiment un beau produit. Deux, notre partenaire également ici, développe des applications en tout genre, des applications web, des applications mobiles. Donc si vous avez un projet B2B ou un projet de start-up, allez les trouver. Ils sont à quelques centaines de mètres d'ici et ils cartonnent aussi. Donc bravo à eux. Un grand merci à la Grand Poste. La Grand Poste, c'est le lieu dans lequel vous vous trouvez actuellement. La Grand Poste, c'est un coworking, mais c'est aussi des bureaux privés, des bureaux semi-privés, des salles de réunion que vous pouvez louer, même si vous n'êtes pas ici au coworking. Vous avez une brasserie qui est constamment à votre disposition, ouverte dès 11h du matin, pardon, je m'emballe un peu. Un food court juste à côté. Un rooftop aussi, qui est ouvert, lui, à partir de vendredi midi. Des casiers pour ranger vos affaires. Vous avez évidemment un espace pour manger, vous restaurer. Voilà, il y a tout, en fait, ici. Et en plus, vous êtes à un super endroit. Donc voilà, merci à la Grand Poste de nous accueillir. Et puis alors, nous avons évidemment notre partenaire qui a aujourd'hui, comme à chaque fois, deux caméras, une là et une là. Et c'est grâce à Wild Eye que vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube en qualité juste exceptionnelle parce qu'il nous fait des intégrations, un montage picobello. Donc il ne me reste plus qu'à passer le micro à Alexis. Vous souhaitez un excellent café numérique. J'ai pas besoin de vous dire, je pense, pourquoi on est là. Au vu du succès du café numérique de ce soir, on sait qu'on est en train de vivre quelque chose
un peu spécial en ce moment, l'AI générative. Il y a encore pas mal de monde qui découvre. On est encore aux prémices. C'est arrivé en décembre. Je vais pas refaire l'histoire qu'on va vous faire ce soir, mais on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel avec surtout, et ça c'est moi ce qui me fascine personnellement, c'est vraiment quelque chose qu'on découvre tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé, je pense, toutes les applications possibles et imaginables avec une telle technologie qu'on a aujourd'hui. Donc c'est tout simplement fascinant. On est vraiment... C'est comme si on retrouvait Internet, j'ai l'impression, pour la première fois, mais en accéléré. Voilà, ça c'est pour moi. Vous pouvez accueillir Alexis. Merci beaucoup, Alexis. Bonsoir, tout le monde m'entend très bien? J'ai pas l'habitude de porter le micro comme ça, non, ça va, c'est bien. Beaucoup de monde ce soir, je suis très content de venir de Bruxelles ici ce soir, très content d'être à Liège. Ma belle famille est liégeoise, donc ils sont très fiers de moi ce soir de bouger un peu le cul de ma capitale. Je suis très content aussi d'être ici ce soir parce que c'est vraiment un magnifique endroit et je le découvre avec grand plaisir. Et voilà, donc je suis content que Jérémy m'ait aussi invité pour parler d'IA générative. Alors je ne vais pas parler que d'IA générative, je vais parler d'IA alors conversationnelle parce que c'est effectivement mon boulot. Donc je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Alexis, j'ai créé la société Campfire AI il y a plus ou moins 3 ans. L'objectif de notre entreprise, c'est de se focaliser sur l'implémentation d'IA conversationnelle pour des grandes entreprises ou des grandes institutions. Je dis grandes parce qu'il faut un certain volume. Et donc aujourd'hui, mon but, c'était de vous présenter vraiment comment fonctionne, comment nous on l'utilise, quel cas d'application on utilise, que ce soit pour de l'IA, on va dire, plus basique et pour l'IA générative. Alors ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ChatGPT et comment lui demander d'écrire des plus jolis slides ou comment lui faire vos mails à votre place ou comment lui faire du SEO. C'est vraiment pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment parler pour moi d'un concept qui fait partie de mon day-to-day, on va dire, qui est celui-ci. J'ai travaillé avant de créer Campfire, j'ai travaillé beaucoup dans le marketing digital et il y a toujours eu ce dilemme relativement célèbre qui est comment est-ce qu'on peut personnaliser notre message et en même temps le rendre scalable, le rendre applicable à tous de manière grande et forte. Et généralement, ça s'applique dans tous les domaines. Alors, je vais vous parler marketing. C'est vrai que quand vous faites une campagne marketing, vous pouvez envoyer un mass mailing à tous vos clients ou à tous vos prospects. Évidemment, le meilleur cas, ce serait de pouvoir leur parler un à un dans votre magasin, par exemple, et d'avoir une expérience vraiment personnalisée. Malheureusement, ça ne s'applique pas toujours. Ça prend du temps, ce n'est pas possible. Donc, généralement, on essaye de trouver des solutions un peu plus grandes ou à plus grande échelle. Même chose pour du support client. Idéalement, au lieu d'aller chercher sur les pages FAQ de votre fournisseur d'énergie préféré, ce serait quand même bien de pouvoir les avoir au téléphone quand ils répondent. Pareil aussi pour de la communication interne, que ce soit dans une grande entreprise qui doit envoyer un mail à tous ses employés. Idéalement, l'employé sera beaucoup même comprendra mieux l'information s'il avait la possibilité d'avoir une conversation individuelle avec le département des ressources humaines. Donc c'est vraiment un problème qui s'applique partout. Et évidemment, chez Campfire, nous on pense que grâce à l'IA conversationnelle, on peut résoudre ce problème-là. On peut créer des conversations qui soient personnalisées, qui soient interactives, mais qui soient aussi applicables au grand public, puisque l'IA ne dort pas. Donc 24 heures sur 27, 7 jours sur 7, dans toutes les langues. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de fondamental. Mais peut-être, et c'était le point d'aujourd'hui, je vais peut-être vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est l'IA conversationnelle. Alors, l'IA conversationnelle, c'est le principe d'utiliser une conversation, ce qui pour nous est la forme la plus naturelle, on va dire, de communication, que ce soit via du texte ou via la voix. Converser est vraiment la manière pour un humain de s'exprimer. Évidemment, il faut pouvoir converser avec une interface, et donc qui dit interface dit soit un humain derrière. Dans notre cas, à nous, c'est mettre de l'intelligence artificielle pour éviter justement que l'humain doive intervenir dans chacune de ces conversations. Et donc, du coup, évidemment, c'est ce que nous, on appelle l'IA pour le langage, qui, il y a 3 ans, personne ne comprenait vraiment, et aujourd'hui, avec ChatGPT, tout le monde en parle. Même ma mère a enfin compris ce que je faisais de ma vie, donc j'en suis ravi. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA conversationnelle? On va parler un peu technique. Je prendrai des questions à la fin, mais je vais essayer de simplifier un maximum. Donc, avant qu'on parle de ChatGPT, on parlait déjà de ce qu'on appelle Natural Language Processing, donc le processus de traitement de texte, de manière générale, qui se divise en 2 parties. Aujourd'hui, ce qu'on parle beaucoup, c'est la partie génération, c'est générer du texte. Nous, on utilise déjà depuis un certain temps, j'allais dire d'une manière très lointaine, depuis 2-3 ans déjà, tout ce qui est reconnaissance de texte. Donc ça, c'est vraiment 2, on va dire, sous-catégories derrière l'IA
conversationnelle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les deux, et puis après, je vais vous montrer des cas d'application dans chacun des cas pour vous montrer à quel point c'est facile déjà d'utiliser ces technologies et comment est-ce qu'on l'utilise pour des entreprises. Donc voilà, ça c'est la partie, on va dire, parfois qu'on ne voit pas quand on parle avec de l'IA. L'IA, comment ça fonctionne? C'est relativement simple, c'est des modèles statistiques. Donc ici, par exemple, vous avez le cas typique de quelqu'un qui pose la question où est ma commande? Je ne la trouve pas, ou elle n'est pas encore arrivée. Et donc, qu'est-ce que va faire le modèle de compréhension texte? Il va essayer d'analyser la question et il va donner un pourcentage de confidence, un pourcentage de confiance à laquelle il pense associer cette question à un système qu'on lui a donné. Donc, on lui a dit, voilà les questions auxquelles tu dois répondre. Quand tu comprends cette question-là, tu peux lui répondre tel texte, par exemple. Et donc, dans ce cas-ci, ici, il comprend à 92% que la question qui est liée, effectivement, à ce que nous, on a programmé comme étant « j'ai perdu ma commande ». Et vous voyez en dessous d'autres questions qui pensent avoir compris, mais qui mettent un score plus bas. Et donc, c'est vraiment une logique statistique, c'est que l'IA va essayer de matcher la question avec ce qu'elle pense ou ce qu'il pense être la question la plus pertinente par rapport à ce que l'utilisateur a donné. Donc, c'est vraiment un modèle mathématique. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Dans notre cas à nous, dans la plupart des temps, c'est des réponses qu'on définit nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on comprend la question grâce à l'IA, mais la réponse qui est donnée derrière est définie par nous. Il n'y a pas d'IA générative, c'est vraiment de l'IA pour comprendre le texte ou la voix et fournir une réponse que nous, on a codée, que nous, on a définie pour l'utilisateur. Dans le cas de la génération, ça fonctionne un peu de la même manière. Alors, je l'ai vraiment très fort simplifié ici. Le principe est le même, c'est que c'est aussi un modèle statistique, plus balèze, on va dire, qui va permettre de prendre en compte plus de paramètres. Vous l'entendez probablement souvent quand on parle de ces nouveaux modèles qui ont de plus en plus de paramètres. En fait, ils ont de plus en plus de données, d'informations sur le langage, de modèles de langage. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le modèle, il va simplement essayer de définir l'un à la suite de l'autre quel est le mot ou la phrase ou le caractère qui a le plus de sens après ce qu'il vient d'écrire. Donc il va générer son texte étape par étape en définissant statistiquement ce qui a le plus de sens. Et c'est aujourd'hui comme ça que fonctionnent les modèles d'IA conversationnels. Donc voilà, ça peut paraître un peu con, mais c'est vraiment des statistiques appliquées, avec beaucoup de recherche derrière. Je ne vais pas minimiser, mais voilà. Et alors c'est vrai que avant, ça existait déjà. OpenAI avec ChatGPT a fait un énorme bond en avant. Alors les experts qui vont dire ça existait depuis longtemps, c'est vrai, mais ça n'existait pas de la qualité qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a quand même fait un gros bond en avant au niveau de la génération, dans notre cas de texte. Je pense qu'Antoine abordera un peu la partie visuelle aussi. Ça va, je ne vous ai pas encore perdu jusqu'à présent? Non, tout va bien. Alors, peut-être un premier exemple. J'ai perdu un slide, j'ai passé un slide. Voilà. Alors, donc du coup, voilà, un peu de contexte peut-être avant. J'ai créé la société en mars 2020. Quelqu'un se rappelle de ce qui s'est passé en mars 2020? Ouais. Peut-être. Voilà, c'était le coronavirus. Et donc, on a créé la société, je pense, 6 jours avant le premier confinement. Et en fait, pour nous, ça a été, je ne vais pas dire une opportunité, mais un peu une aubaine quand même, parce que ça nous a permis de démarrer plus rapidement aussi, dans l'optique où beaucoup d'organisations, d'entreprises se sont rendues compte que on va avoir digitalisé toutes nos relations clients, toutes nos relations avec nos prospects, et en fait, on n'a pas les équipes derrière pour suivre. Un cas très simple, celui du Parlement européen, avec qui on discutait pour un tout autre projet, et puis qui nous a dit, écoutez, on a un gros souci, c'est qu'on a 15 000 personnes qui travaillent au Parlement européen, qui posent des questions maintenant tous les jours. Enfin, vous vous rappelez de la panique que c'était au début, on ne savait pas quoi faire, on était cloîtrés chez nous, on applaudissait encore les soins de santé à l'époque, et qui nous dit, voilà, nous on reçoit des centaines de messages à journée, il n'y a personne en interne qui est fait ou qui est désigné pour répondre à ces messages, donc personne n'a reçu de réponse. Et le problème, c'est que même les gens qui répondent n'ont aucune idée de l'évolution de ce qu'il faut faire, des lois, des règlements d'hygiène. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous aider à mettre quelque chose en place? Et je voulais l'utiliser simplement comme cas pour vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. On a développé un système, ça répond à une centaine de questions, donc ce n'est pas l'IA la plus poussée du monde, qui pouvait répondre vraiment aux questions basiques. On a défini 100 questions basiques qu'on faisait évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc ici, c'est vraiment pour montrer un peu la même logique. Comment est-ce que ça fonctionne? On a un input d'un utilisateur qui va juste poser sa question. L'IA va reconnaître ici qu'il s'agit d'aller chercher un certain type de matériel. On associe ça avec un mot-clé qui est l'écran d'ordinateur. Et du coup, on sait exactement quelle est la question de l'utilisateur et on peut lui répondre exactement ce qu'il doit faire en fonction. Donc ça a été vraiment un modèle qui a été utilisé. C'est relativement simple, on va dire, en termes d'IA. On n'a pas inventé la roue ici, mais on l'a réutilisé simplement dans un cas très concret, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats très concrets. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'était compliqué
pour tout le monde, en tout cas pour les gens au Parlement, de comprendre quoi faire. Donc on travaille avec une équipe de docteurs qui nous donnait du contenu mis à jour tous les jours et qui nous disait, voilà, dès qu'il y a cette question-là, voilà ce qui doit être répondu. Et donc on a mis ça en place et en moins de 6 mois, c'était 15 000 conversations qu'on a automatisées. Donc ici, on est vraiment dans un exemple très simple de comment est-ce qu'on peut rendre, on va dire, plus facile la communication ici au sein d'une grosse organisation pour la distribution d'informations et des stress, on va dire, des questions que chacun pourrait avoir. Clair jusqu'à présent? Je ne vous ai pas encore perdu non plus, c'est très bien. Un autre cas, ici pour une entreprise sud-américaine, alors Aprende Institute, nom exotique, c'est une entreprise qui est active dans toute l'Amérique du Sud et qui fait du e-learning. Donc ils donnent des cours de cuisine, des cours de, que je dis pas de bêtises, jardinage, etc. Tout ce qui est loisirs, des cours en ligne. Et donc il faut savoir qu'en Amérique du Sud, WhatsApp est de loin, mais vraiment de loin, l'outil le plus utilisé, que ce soit pour communiquer avec l'entreprise, pour parler de sales, marketing, ils n'utilisent que WhatsApp. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle d'1 demi-million de messages envoyés et échangés par semaine entre eux et leurs clients. Bon, alors ils sont gros, on ne les connaît pas du tout en Belgique, mais c'est très grosse entreprise, beaucoup de clients en tout cas. Et donc du coup, ils l'utilisent pour répondre à des questions d'un étudiant qu'il a sur son cours, pour envoyer des promotions pour des nouveaux cours, pour répondre à des questions justement sur le marketing. Et donc du coup, ils avaient derrière une équipe humaine très conséquente qui devait répondre à tous ces messages tous les jours. Donc imaginez-vous recevoir, on va dire, plus ou moins 250 000 messages et d'avoir des gens qui répondent à tous ces messages derrière. C'est pas, on va dire, très très efficace, mais l'intérêt pour eux, c'était d'avoir cette communication directe avec tout le monde. Donc ici, même principe que la fois d'avant. Comment ça fonctionne? On détecte la question de l'utilisateur. On détecte ici à qui il veut parler plus ou moins. Donc par exemple, dans ce cas-ci, on ne va pas lui répondre tout un texte. On va lui dire, voilà, je vais te mettre en contact avec ton professeur. Voilà par exemple son adresse mail. Donc c'est vraiment le même principe qu'avant. Ce que je voudrais un peu vous montrer ici, peut-être plus en détail, c'est la partie collaborative. Parce que c'est souvent une des remarques qu'on a, c'est « Ah, l'IA va remplacer l'humain et on ne va plus avoir de choses à faire ». Dans notre cas, nous, c'est vraiment une logique un peu différente. On essaye de vraiment combiner la capacité de l'IA et la capacité de l'humain à gérer ce genre de processus. Je m'explique un petit peu. Je vous ai montré ici tantôt, juste avant, ça c'était une réponse qui est donnée. Mais le bot, il ne va pas spécialement donner la réponse, il peut aussi générer d'autres choses automatiquement. Il peut générer des processus, je vais vous montrer après un exemple. Il peut aussi renvoyer la question vers un humain s'il considère que c'est trop compliqué pour lui ou qu'il y a besoin d'avoir une interaction humaine. Donc il y a vraiment une logique où on va éviter de faire en sorte que le bot puisse te répondre et vous répondre la bête chose qui est de « je ne comprends pas, veuillez répéter votre question éternellement ». Ici, on est vraiment dans une logique de comment est-ce qu'on peut combiner les deux pour avoir vraiment une utilisation optimale de la communication. Et c'est par exemple avec cet exemple-ci. Donc, Aprende envoie des messages WhatsApp à ses prospects ou à des clients en leur disant, voilà, on a des nouveaux cours, vous pouvez avoir 15% si vous vous abonnez maintenant, et des choses comme ça. Et ils ont après une équipe qui appelle toutes ces personnes. Donc ils envoient des messages, ils appellent. Alors je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans le télémarketing ou dans ce genre de secteur, non? Personne. Il faut savoir que dans 70% des cas, voire plus, quand ils appellent quelqu'un, ils tombent sur un répondeur. Et donc, du coup, c'est des appels perdus tout le temps. La personne ne décroche pas, donc ils n'ont pas la possibilité de faire le suivi. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? De manière très simple, on a proposé de dire, si l'utilisateur est intéressé, on va lui proposer simplement de planifier déjà son call. On va lui dire, OK, plutôt que de juste t'appeler dans 10 minutes et que tu ne sois peut-être pas disponible, est-ce que tu n'as pas envie de mettre en place un système en disant, tiens, en fait, demain à 10h, ça m'intéresse. Et donc, il peut tout simplement choisir, est-ce que je vais être rappelé maintenant ou plus tard? Il recevra un message par la suite, même pour lui rappeler qu'on va l'appeler. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de réduire le nombre d'appels qui sont perdus, puisque l'utilisateur ici peut le planifier. Toujours, évidemment, dans WhatsApp. Même chose pour aussi une tâche qui peut sembler bête et méchante, mais qui est les opt-in et les opt-out. Je ne sais pas si vous devez gérer ça aussi pour vos entreprises, mais la plupart du temps, c'est un processus manuel. Il y a un agent derrière qui va aller dans la base de données, effacer ou ajouter votre nom à côté de l'opt-in et de l'opt-out. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un système simple qui comprend la question. Il gère l'abonnement ou le désabonnement à un système et puis il va aller chercher simplement dans la base de données et effacer l'information ou rajouter l'information selon le cas. Et donc du coup, complètement automatiser ce processus.
Ce qui fait qu'en termes de résultats, de nouveau, qu'est-ce qu'on voit ici? Ils ont augmenté de 50% le nombre d'appels qui tombaient sur quelqu'un et pas sur un répondeur. Donc du coup, pour eux, c'était très bien. Et ils ont pu réattribuer toutes les personnes qui étaient dédiées à dispatcher ces messages, à faire autre chose, en fait, à travailler sur le bot et à faire en sorte que le bot puisse automatiser de plus en plus de tâches. Donc de nouveau aussi, on est dans un processus où il n'y a pas d'IA génératif. On est toujours dans une logique de compréhension de texte. Mais où on va un peu plus loin, on ne fait pas que de la réponse, on va aussi proposer des automatisations et des choses comme ça derrière. Est-ce que c'est toujours clair pour tout le monde? Je vois quelques regards un peu perdus, mais s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Alors, ce pourquoi on vous parlait aujourd'hui. J'ai mis un slide ChatGPT, c'était juste pour vous donner une idée. Je ne veux pas en parler beaucoup plus que ça. En gros, aujourd'hui, que ce soit pour une entreprise, vous allez me dire, vous aujourd'hui, vous êtes déjà sur ChatGPT, vous utilisez déjà l'outil. Les entreprises, elles ont certaines limites. Première limite, il faut savoir que ce que va te répondre ChatGPT va être défini selon, comme Google. Si vous tapez une recherche sur Google, aujourd'hui, Google vous donne le résultat qui semble le plus pertinent à ses yeux. ChatGPT, c'est pareil. Donc si vous espérez en entreprise que votre solution va répondre la meilleure chose par rapport à votre entreprise, il faut vraiment éviter de se mettre les dents dans le nez. C'est ChatGPT qui va définir où il va aller chercher l'information et quelle information il va répondre. Deuxième chose, c'est que ces questions-là peuvent aussi être parfois mal interprétées par l'IA, et donc on ne comprend pas très bien pourquoi l'IA va répondre quelque chose de complètement absurde. Et donc du coup, le problème, c'est que l'IA, ça reste encore ce qu'on appelle les black box. On ne sait pas exactement parfois pourquoi l'IA ici, dans ce cas-ci, va décider de répondre X ou Y. Donc du coup, ça limite aussi les entreprises à dire, OK, je fais confiance, je laisse une IA générative répondre à toutes les questions de mes utilisateurs. C'est encore un peu limite. Et alors, troisième problème, vous le savez tous, ChatGPT est basé sur du contenu antérieur à 2021, ce qui fait que si vous avez sorti un nouveau produit ou un nouveau service depuis, il n'existe pas selon ChatGPT. Soit il va halluciner, il va créer du contexte ou du texte de toute pièce en espérant vous donner une bonne réponse, soit il va vous dire qu'il n'est pas capable de répondre à la question. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de limitations. Je ne vais même pas parler de la partie sensibilité des données, problème de privacy et des choses comme ça. Ici, vraiment, techniquement, il y a quand même pas mal de limitations. Mais il y a aussi quelques avantages à l'utiliser. Alors, je voulais juste vous montrer ici deux exemples pratiques. Alors, c'est des exemples sur lesquels on est en train de travailler actuellement. Donc, je ne peux pas citer d'entreprise. Je vais essayer de ne pas citer les entreprises. Mais je voulais quand même vous montrer le plus concrètement possible pour que ça ait un peu du sens pour vous. Le premier, c'est le côté collecter des feedbacks. Alors, on a mis en place, alors c'est pour une entreprise, en tout cas pour une institution, qui envoie des infirmières à domicile. Et leur gros souci, c'est qu'elles ont ces infirmières qui vont chez les patients et qui doivent, après chacun des rendez-vous, donner un feedback sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elles ont fait, où est-ce qu'elles doivent aller après, quelles sont les prochaines étapes pour cette personne, qui est très, on va dire, qui prend beaucoup de temps. Et elles font ça dans leur voiture, ou ils font ça, je ne vais pas être dans la généralisation, ils font ça dans leur voiture, sur les genoux, sur l'ordinateur, en étant sur Teams. Donc c'est pas hyper pratique. Donc ils nous ont posé la question, est-ce qu'on pourrait utiliser de l'IA générative, pas pour créer des réponses, mais pour aller chercher dans la question, ou en tout cas dans le contenu de la personne, pour aller chercher les informations essentielles. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi avec ChatGPT. Imaginons que vous lui donnez un grand texte, et vous dites, extrais-moi de ce grand texte les différentes informations primordiales. Est-ce que je dois retenir de ce texte? C'est un peu la même logique ici, sauf que nous, on l'entraîne à apprendre certaines choses bien particulières. Donc on sait que pour l'institution, l'organisation en elle-même, le but c'est de pouvoir enregistrer le nom du patient pour pouvoir associer ça dans la base de données, les symptômes, les choses à faire et quelles sont les prochaines étapes. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à ChatGPT, ou en tout cas OpenAI ici, peux-tu aller dans ce texte qui est donné à la voix, aller me chercher toutes les informations qu'on a besoin et de les enregistrer automatiquement dans Salesforce. Et donc ça permet derrière d'avoir tout le process qui est automatisé et plus avoir une personne qui doit manuellement aller taper dans la base de données toutes les informations. Et donc de nouveau, nous, notre business, c'est de réduire le temps passé et faire gagner du temps à ces infirmières ou ces infirmiers en leur faisant juste pouvoir expliquer vocalement quelle est la situation et l'IA va s'occuper du reste. Alors, il faut savoir de nouveau que c'est très bien en anglais. Quand vous travaillez avec d'autres langues, ça commence à être un peu plus délicat. Français fonctionne aussi très bien, mais on le teste en flamand. C'est pas encore ça, malheureusement. Alors, un deuxième case ici, ça va parler aux plus geeks d'entre vous. Donc, on travaille avec une entreprise qui est un des leaders mondiaux du jeu de société.
qui nous a proposé un case très sympa, qui est celui de dire est-ce qu'on pourrait créer un bot qui peut répondre à toutes les questions pour les règles. Et donc, je ne sais pas si vous jouez parfois aux jeux de société, mais en soirée, ça peut créer certaines tensions, ça peut percer du temps dans les règles du jeu, etc. Donc, on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant. Et on a commencé à travailler sur une démo qui utilise OpenAI tel quel. Donc, ça veut dire qu'ici, on se connecte juste au savoir de ChatGPT. Je ne sais pas si vous voyez ici sur la gauche, on a quand même restructuré un petit peu. Donc, on a un peu paramétré comment on voulait que l'information soit montrée. Donc, l'utilisateur en fait peut déjà dire plutôt que de taper sa question, il pourrait dire tiens, j'ai scanné tel QR code dans telle boîte de jeux de société. Il s'agit par exemple des colons de Catan. Je voudrais juste savoir comment jouer ou quelles sont les choses à savoir ou comment gagner. Mais il peut aussi taper évidemment sa question. Et ici, c'est des exemples réels. C'est assez puissant pour aller chercher. Si vous tapez une bonne question, vous allez avoir une bonne réponse. Et ça permet vraiment à l'utilisateur de comprendre le jeu. Alors, on l'a testé tout le week-end dernier, j'étais en team building avec ma société. On a fait beaucoup de jeux de société et ça marche vraiment très bien. Et donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable, c'est pas très compliqué. Mais là où je veux en venir, c'est qu'ici, on a utilisé vraiment ce qu'on appelle un modèle générique. Donc on s'est connecté à OpenAI, on lui a dit, va chercher ChatGPT. Et à chaque fois qu'on pose une question, c'est comme si c'était une sorte de mini ChatGPT pour l'entreprise. Je vais vous expliquer peut-être un peu plus ici. Donc, j'ai essayé de cacher le nom de l'entreprise. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, dans ce cadre-là, ce qu'on veut, c'est que tu ne répondes aux questions que du jeu de société qui appartiennent à l'entreprise. Évidemment, il ne veut pas commencer à aider pour les autres jeux. Et donc, du coup, on a dit, voilà, on voudrait que tu ne cherches que des jeux qui appartiennent à cette société. Alors ça peut déjà créer certains problèmes, parce que, comme Google, de nouveau, OpenAI va aller chercher dans le contenu qui trouve sur Internet. Certains sites vont dire que le jeu de société est tel distributeur, ou tel producteur, ou tel constructeur. Donc, en gros, c'est pas toujours certain que le bot va comprendre que le jeu est de cette entreprise-là. Il va parfois dire non. Alors, vous connaissez ChatGPT, il suffit de forcer un peu le truc et il va dire oui quand même. Mais dans notre cas ici, effectivement, ça met quelques limitations. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'effectivement, c'est pas juste pour les règles du jeu. On peut lui poser des questions, par exemple, en disant tiens, je joue à tel jeu, je suis intéressé par tel jeu, est-ce que tu peux me donner des informations? Ou est-ce qu'il existe des jeux avec la même mécanique qui me permettraient de m'amuser aussi? Et donc ici, on a vraiment des systèmes qui vont chercher le contenu sur Internet et qui vont répondre. De nouveau, on a quelques limitations ici. Premièrement, on utilise une version d'OpenAI, donc des jeux qui ont été créés après 2021. Il ne comprend pas. De nouveau, il a halluciné. Il nous crée des règles du jeu où il combinait deux jeux différents pour avoir une règle qui était créée, donc pas terrible. Et deuxième problème aussi, c'est que si quelqu'un parle mal du jeu en question, ChatGPT il va juste parler mal du jeu en question. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là-dessus que je voulais faire mon point, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle des modèles embedded. C'est-à-dire qu'on peut dire, je veux recréer un mini ChatGPT uniquement sur le contenu que je te donne. Donc c'est-à-dire, plus aller chercher partout sur Internet, mais vraiment se limiter à une base de données, que ce soit des PDF, des sites web, des forums, tout ce que vous voulez. Vous le définissez dans ce contenu-là et le robot ou l'IA génératif ne va créer du contenu qu'à partir de ça. Ce qui permet à une entreprise, par exemple, de beaucoup mieux contrôler le contenu qui est donné évidemment à ses utilisateurs et plus dépendre de qu'est-ce que va dire ChatGPT. Ici, elle a quand même beaucoup plus de contrôle sur ce qui est dit. Et donc l'idée pour nous ici, évidemment, c'est de faire la même chose. On va créer un système avec toutes les règles du jeu qui leur appartiennent. On va implémenter tous les forums où les hardcore gamers discutent des jeux pour aller un peu plus loin. Et en fait, on va créer le même système, mais basé sur du contenu qui est défini. Donc c'est vraiment pour vous dire, il est possible de contrecarrer certaines limites de ChatGPT et de pouvoir justement générer votre propre petit modèle et donc de pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement pour des cas pour les entreprises. Alors, pour conclure, parce que j'ai beaucoup parlé, je voulais vraiment vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il est vraiment possible d'utiliser l'IA conversationnelle. Ce n'est pas très compliqué, c'est à la portée de tous. En gros, ça permet quand même d'optimiser l'expérience d'utilisateur, de pouvoir fournir des réponses 24 sur 24, 7 jours sur 7, dans les langues que vous le désirez. Ça permet de supporter vos équipes, pas de les remplacer. On n'est pas dans une idée où un bot tout d'un coup va remplacer tout. Non, c'est étape par étape. Aujourd'hui, on considère que 25% des conversations peuvent être automatisées. Avec l'IA générative, on peut aller un peu plus loin, mais on reste toujours dans une logique où un humain sera nécessaire, donc pas remplacé.
L'IA, bah oui, vous savez, elle s'améliore tous les jours. On parle d'OpenAI avec ChatGPT. Maintenant, il y a Bard, il y en a des dizaines et des dizaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'IA générative, elle est surtout disponible. Vous l'utilisez aujourd'hui pour vous-même, bah, vous pouvez l'utiliser pour votre entreprise plus ou moins de la même manière en utilisant les API qui sont accessibles sur le web. Donc voilà, tout ce que j'aurais à vous dire, si vous avez compris, c'est de vous y mettre, de tester. Ça ne coûte pas très cher pour le faire. Ça ne demande pas nécessairement des compétences très évoluées. Et ça vous permet peut-être d'anticiper quels sont les cas qui pourraient vous, ou qui pourraient peut-être à vous dans le futur, vous permettre d'automatiser certaines des procédures de communication que vous avez avec vos utilisateurs, vos clients, vos prospects, vos employés. Voilà. Merci beaucoup. Merci à l'équipe du Café Numérique pour l'accueil. C'est agréable d'être ici avec autant de monde. Donc en fait, moi, ce que j'ai prévu de vous parler de GPT, d'essayer de démystifier un peu comment ça fonctionne en dessous du capot, pour un peu comprendre les modèles. Ensuite, vous montrer quelques cas d'utilisation. Alors avant toute chose, peut-être, alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est ChatGPT, on vient d'en parler, hein, mais vous savez, c'est ce chatbot conversationnel. Et donc, quand je pose une question à ChatGPT, ben, effectivement, j'ai une réponse qui a l'air humaine, qui est plutôt bien écrite. Et alors aussi, ChatGPT, c'est conversationnel. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer en fait, dans le même contexte de la conversation. Et donc, par exemple, si je lui demande d'écrire la réponse sous forme d'un tweet et en anglais, ben, il a été comprendre les codes de Twitter. Et donc, il va faire en sorte de ne pas dépasser le nombre de caractères maximal autorisé par Twitter. Il va me faire ma traduction en anglais qui sera propre. Et alors, il va aussi aller m'ajouter des hashtags. Alors je vais peut-être réintroduire, mais très rapidement et de manière très vulgarisée, donc j'espère que les experts en IA ici vont me pardonner, certains termes. Le premier, c'est le machine learning ou l'apprentissage machine en français. Et donc ça, en fait, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle où on va simplement donner des grands volumes de données à des machines pour en faire en sorte que les machines puissent faire de la prédiction, prendre des décisions sur base de ces données. Alors ensuite, un sous-ensemble du machine learning, c'est le deep learning, l'apprentissage profond. Et donc ici, on vient introduire le concept de réseau de neurones, et j'y reviendrai très brièvement plus loin. Alors IA générative, on vient d'en parler, hein, c'est un peu ce qu'on entend dans la presse pour le moment. Donc là, ce sont vraiment des algorithmes qui vont générer du contenu sur base d'instructions. Alors ça peut être du contenu de texte, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ce sera aussi de l'image, du son. Je vous montrerai 2-3 trucs. Et enfin, les grands modèles de langage, ou les LLM, vous avez sûrement déjà entendu parler. Et donc là, en fait, on va aller appliquer des grands réseaux de neurones pour du traitement de langage. Et donc, c'est de la génération de texte, de la classification, de la traduction. On y reviendra. Alors, ChatGPT, c'est quoi? C'est, comme je le disais, un chatbot conversationnel. Il est développé par la société OpenAI, comme on l'a vu, et il est basé en fait sur un modèle sous-jacent qui va s'appeler GPT. Alors, dans la version actuelle, on est sur du GPT 3.5. Dans la prochaine version, ce sera du GPT-4. Et GPT-4 a un certain intérêt, je vais vous montrer pourquoi, dans quelques slides. Réseau de neurones, je vous en parlais quand j'ai introduit le concept de deep learning. Donc, de manière très vulgarisée, comment ça marche? Quand on veut essayer de s'attaquer à quelque chose d'aussi complexe que le langage humain, on a remarqué qu'en fait, modéliser ça avec des équations, c'était compliqué. Et donc, on s'est dit, on va utiliser une technique qui consiste à essayer de reproduire, grosso modo, de manière très simplifiée, le fonctionnement du cerveau humain, puisque le cerveau humain, c'est la seule chose qu'on connaît dans la nature qui est capable de traiter le langage. Donc ici, je vous ai représenté un petit réseau de neurones. On va avoir une couche d'entrée à gauche, une couche de sortie. Donc la couche d'entrée, typiquement, c'est l'information qu'on va donner au réseau de neurones. Et en sortie, c'est par exemple la réponse à la question qu'on lui a posée. Alors si je fais un zoom sur un neurone en particulier, de nouveau, représentation très très simpliste. Donc il y a plusieurs manières de faire, mais donc, juste pour vous donner une idée. Donc, par exemple, si je vais entendre un son, on va pouvoir, en fait, dans la couche d'entrée, essayer de représenter ce son par des nombres. Pourquoi? Parce que les nombres, ça va être plus facile de travailler dans ce genre de modèle. Et donc, par exemple, on pourrait dire que les nombres, ça va de 0 à 9, et que 9, c'est une intensité de volume élevée, et 0, c'est très bas. Et donc, on va représenter tous ces nombres en couche d'entrée. Ensuite, sur les axones, sur les connexions entre les différents neurones, on va aller mettre des poids. Et puis, on va avoir une certaine fonction. Alors ici, j'ai simplement fait 1 qui est l'entrée fois le poids de son axione, plus 8 fois le poids de son axione, j'ai un résultat. Et alors là, on va avoir un concept de fonction d'activation. Donc, est-ce que oui ou non, je passe
mon petit signal électrique, ou est-ce que oui ou non j'active le neurone d'après, et donc typiquement avec un effet de seuil. Donc si on est au-dessus de 5, on considère que c'est suffisamment élevé, on active le neurone d'après, si on est en dessous, on ne l'active pas. Je rappelle, très simplifié, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, dans le modèle ChatGPT, je vais pouvoir en fait entrer le café numérique, par exemple, qui va être traduit en nombre. Il va parcourir mon réseau de neurones, et puis en sortie, je vais avoir la suite, typiquement quelques tokens, le mot suivant. Dans le cas de ChatGPT aussi, on va pouvoir en fait aller faire ingérer des conversations entières pour garder le contexte de cette conversation. Comme je disais au début, c'est un outil conversationnel. Alors juste pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du phénomène, donc le modèle GPT, dans sa version 3, il a été entraîné sur plus ou moins 300 milliards de mots. Donc pour vous donner une idée, Wikipédia, on l'a mis en entièreté dans le modèle, ça représente moins de 3% des données d'entraînement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on entraîne le modèle? C'est pour en fait aller déterminer ces paramètres, vous avez vu les poids sur les axiones. Et donc en fait, le modèle, il est beaucoup plus grand que ce que j'ai représenté ici. Il fait en réalité 175 milliards de paramètres. Et alors on a de la supervision humaine, c'est ce qui donne son caractère très humain. Donc il y a vraiment des humains qui ont été engagés. Pour essayer d'éviter les biais, ils ont engagé des humains aussi d'autres cultures que les cultures anglo-saxonnes, pour en fait aller entraîner le modèle, aller lui donner des exemples de réponses humaines, pour faire en sorte que les poids s'ajustent pour arriver à des bons résultats. Et également une petite surcouche de modération. Donc par exemple, si vous posez des questions qui ne sont pas très éthiques, etc., vous allez voir que vous allez avoir du refus d'entrée. Donc on ne va même pas aller mettre l'information dans le modèle. GPT-4, la nouvelle version, donc elle n'est pas encore sous ChatGPT. Là, on parle de 170 billions de paramètres, donc 170 000 milliards de paramètres. Alors, si je continue l'analogie avec le cerveau humain, en fait, on constate que plus il va y avoir de paramètres, un peu comme dans un cerveau humain, plus on a de neurones, plus les modèles vont être capables, vont en fait montrer des nouvelles capacités. Et donc, il y a certains seuils comme ça. On a vu que, par exemple, le langage, c'est apparu après un certain nombre de paramètres. Et donc, quand on prend le modèle GPT-4, nos chercheurs chez nous, ils se sont dit, tiens, on va essayer de créer un benchmark pour évaluer l'intelligence de ce modèle par rapport à un modèle de GPT-3. Et donc là, l'instruction, le benchmark, c'était de dire, dessine un peu une licorne en TIX. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas TIX, c'est une extension de LaTeX. LaTeX, c'est un langage qui est utilisé pour faire des diagrammes dans des papiers scientifiques. Donc typiquement, c'est des diagrammes en noir et blanc, des petites boîtes carrées, rondes, etc. Personne n'a jamais dessiné une licorne en TIX. Et donc on va demander au modèle ici, GPT, de dessiner une licorne en TIX, et on voit en fait l'output ici, ça c'est du TIX. Donc c'est du code, vous allez voir les couleurs, les types de formes et les coordonnées d'où vont situer les formes sur l'image. Ça, c'est ce qu'il a généré. Alors, ce n'est pas impressionnant par rapport à des modèles comme Midjourney, etc., pour ceux qui connaissent. Mais de nouveau, on est sur quelque chose qui n'a jamais été utilisé pour faire ce genre d'application. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une certaine compréhension du concept d'une licorne. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a 4 pattes, on voit qu'il y a une crinière, on voit qu'il y a un œil, une oreille, une petite corne et une queue. Alors, c'est peut-être pas impressionnant. Et donc, on peut aller un peu plus loin. On va se dire, tiens, on va aller dans le code, on va enlever tous les commentaires, on va aller déplacer les coordonnées, on va un peu modifier l'ordre des choses, et on va enlever la corne. Ensuite, on va redonner le code à GPT, et on va dire, tiens, rajoute un peu une corne à cette licorne. Et là, vous avez en fait le modèle de droite avec la nouvelle corne, le modèle de gauche, la corne initiale. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça a l'air con. Mais le modèle a compris en fait les éléments qui composaient la licorne. Il a compris que le code de l'ellipse rose, c'était la tête. Il a compris qu'il devait aller mettre la corne sur la tête. Et donc en fait, on est en train de se demander, est-ce que le modèle ne s'est pas fait une représentation interne du monde pour comprendre les différents concepts? Alors si je vous donne une comparaison avec le même exercice sur GPT-3, donc ça c'est à droite, le résultat produit par GPT-3. On voit ici qu'elle n'a pas tout à fait compris le concept d'une licorne. Donc c'est pour donner un peu l'ampleur de l'avancée en termes de nombre de paramètres, passer de 175 milliards à 170 billions.
Alors, OpenAI, donc, on vous a parlé de GPT, modèle sous-jacent à ChatGPT. Il y a d'autres modèles. Il y a par exemple Whisper, qui fait de la transcription de paroles en texte. Et il y a DALL-E, c'est la génération d'images à partir de texte. Alors, juste pour vous donner un exemple, DALL-E, je peux lui demander de générer une photo d'un tigre du Bengale devant une gare de style Calatrava. Et donc, vous voyez, probablement, c'est des photos qui n'ont jamais été prises. C'est des photos qui sont générées. Vous avez ce genre de résultat. Alors, de manière peut-être plus réaliste, je peux aussi lui demander une photo d'un tigre du Bengale devant une gare de style Calatrava et sous la pluie. Et donc, vous voyez qu'il comprend les codes de qu'est-ce que ça veut dire d'être sous, et il comprend les codes de la pluie avec le sol qui reflète l'image du tigre. Alors, ce genre de modèle peut être très créatif aussi, et donc je peux demander la même chose, mais plutôt en mode peinture, façon peintre flamand du XVe siècle. Et donc là, vous avez des gares de Calatrava au XVe siècle, peintes par des Flamands. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'OpenAI alors que dans ma présentation on a dit je travaille pour Microsoft? C'est parce que, comme la petite introduction, en fait il y a un partenariat entre les deux sociétés. Alors le partenariat il consiste en quoi? Naturellement du support en capital, mais il consiste aussi, vous avez vu l'ampleur des modèles, on va avoir besoin de supercalculateurs pour faire tourner des modèles de cette ampleur-là. Et donc ça c'est dans nos infrastructures qu'on va les faire tourner. Et alors la troisième chose du partenariat, c'est en fait la mise à disposition des modèles d'OpenAI qu'on va reprendre chez nous pour nos clients, pour les consommateurs. Et donc c'est important de signaler, Microsoft c'est pas OpenAI, alors je vais vous expliquer pourquoi. Et donc en fait dans le cadre de notre partenariat, on a la possibilité de manière exclusive de reprendre leurs modèles qui sont opérés par eux et de les opérer chez nous et de créer des services au-dessus de leurs modèles. Okay. Donc vous avez ici à gauche en bleu tout ce qui est opéré par la société OpenAI. Et donc par exemple, les différents modèles dont je vous ai parlé, des services plutôt à destination de développeurs, pouvoir créer des cas d'usage tout à fait spécifiques pour répondre à des besoins spécifiques, et des applications plutôt destinées à un utilisateur métier, directement prêt à l'emploi. Ça c'est ChatGPT. Alors le cas de notre partenariat, donc on va reprendre les modèles, qu'on les met chez nous. On a d'autres modèles qu'on a développés en interne aussi, par exemple des modèles de traduction avec du flamand, du français belge, etc. On va créer des services au-dessus de ça à destination de développeurs. Et on va aussi aller infuser ces technologies dans les applications qu'on utilise tous au quotidien, à savoir de l'Outlook, du Word, du PowerPoint, etc. Alors la question de la confidentialité des données a été posée. Je pense qu'elle est effectivement importante. Étant donné qu'on va pouvoir opérer ces modèles et ces services nous-mêmes, en fait, on va pouvoir appliquer nos propres principes fondamentaux, à savoir proposer d'avoir des données qui sont confidentielles et sécurisées. Alors je reviendrai sur ce que ça veut dire. Aussi le fait qu'on veut que nos services soient inclusifs. Donc dans le cadre d'une fracture digitale, que ça puisse être utilisé par tous. Responsabilité, s'il y a un souci, on prend la responsabilité de le dire et d'essayer de le résoudre. Transparence, expliquer à l'utilisateur comment ça fonctionne derrière, quels sont les risques, etc. Principe d'équité aussi. Là, c'est essayer d'éviter l'introduction de biais, en fait. Donc, comme les modèles ils sont entraînés sur un corpus qui est effectivement principalement anglo-saxon, et dans l'histoire, on n'a pas toujours les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Donc, on doit essayer d'éviter les biais. Et alors, la fiabilité, c'est juste essayer d'éviter qu'il y ait des erreurs qui s'injectent dans les modèles. Alors, principes fondamentaux, 3 choses à retenir du coup de tout ce que je viens de dire. Les données vous appartiennent, donc toutes les questions de propriété intellectuelle, ce sera pour les clients. Donc ce sera leurs données, c'est à eux de prendre leurs dispositions pour respecter la propriété intellectuelle. Les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Donc à l'inverse d'un ChatGPT, dans le cadre de nos services, les données ne seront jamais réutilisées pour entraîner les domaines, donc les modèles, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et alors, on va pouvoir aussi avoir tous des mécanismes de conformité de type respect du RGPD avec des modèles qui tournent, par exemple, en Europe continentale. On va passer au truc un peu plus chouette, les cas d'usage. Alors là, j'ai fait l'exercice de vous lister en fait quelques cas d'usage plutôt pour un commerce digital ou un service digital, et je les ai catégorisés en 4 catégories. Alors la première, c'est efficacité interne. Et ce que vous voyez en gras, en fait, j'ai prévu des petites démos.
Donc en termes d'efficacité interne pour ce type de société, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire de l'analyse de tendance sur base d'avis de clients, sur base de plaintes, sur base de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur l'entreprise, de manière à pouvoir adapter son offre, de manière à pouvoir calculer un positionnement compétitif. Et je vous montrerai un peu comment on peut faire ça. On va pouvoir faire de la priorisation et du routage de demandes de clients et de plaintes vers le bon service. Pourquoi? Parce qu'on comprend l'intention de ce qui est écrit, même si c'est mal écrit, avec des fautes d'orthographe. Ce genre de modèles sont vraiment très performants pour comprendre le sens de la question ou de la phrase. Recherche sémantique sur la documentation interne, donc plutôt en tant qu'employé d'un commerce, je vais pouvoir en fait aller rechercher à travers toute ma documentation et de nouveau vraiment poser des questions naturelles. Le système va comprendre le sens de ma question et va aller chercher l'information dans le bon document. Aide à la maîtrise de démarches, de procédures, un peu le même concept. Aide à l'onboarding de nouveaux collègues. En termes de production de contenu, là on va retrouver de nouveau dans l'analyse des tendances sur base d'avis de clients, des plaintes des réseaux sociaux. On va pouvoir par exemple automatiquement générer une FAQ, donc une foire aux questions sur base des questions fréquemment posées. Générer des réponses, s'il y a des avis négatifs par exemple sur un réseau social, automatiquement générer des réponses pour ne pas que ça se répande trop vite. Génération de guides produits, de manuels d'utilisation, de fiches techniques, génération de contenu marketing, je vous montrerai aussi, génération de contenu dans d'autres langues. Troisième catégorie, expérience client avant l'achat. Donc là, on va pouvoir en fait proposer du contenu personnalisé sur base du profil du consommateur. Et donc, le consommateur va pouvoir soit lui-même proactivement dire ce qu'il cherche, qui il est, et on va automatiquement modifier l'offre pour répondre à son besoin, ou alors détecter son profil sur base de ses patterns d'achat. Guide de décision à l'achat via un chatbot conversationnel, je vous montrerai ça aussi. Amélioration de la recherche dans le catalogue. Donc là, on va pouvoir faire vraiment de la recherche sémantique. Juste un petit exemple, j'ai essayé d'acheter un transat de terrasse sur le site d'IKEA l'autre jour. Si on tape transat, il n'y a rien. J'ai appris que ça s'appelle un lit de jardin. Et donc la recherche sémantique, en fait, c'est pouvoir dire, comprendre l'utilisateur. Quand il dit transat, ça veut dire lit de jardin. Dans d'autres langues, donc ce sont des modèles qui sont capables de parler pas mal de langues. Et alors rechercher sur base d'images aussi. Le modèle GPT-4, en fait, il va pouvoir prendre en input pas seulement du texte, mais aussi de l'image, et donc comprendre ce qui est montré sur le catalogue produit. Expérience client après l'achat, là on va pouvoir fournir de meilleures interactions avec le support, je vous montrerai aussi ça rapidement, et alors aide à la compréhension de manuels d'utilisation, aide au diagnostic de problèmes, il y en a d'autres. Alors dans le cas d'Alexis, en fait il vous a parlé du concept qui s'appelle le grounding. Donc effectivement ChatGPT il est entraîné sur un corpus qui un grand corpus de données dont Internet, on va pouvoir en fait aller mettre des méta-prompts. Donc avant d'offrir l'interface chat à l'utilisateur, on va déjà lui donner des commandes. Et donc on va pouvoir lui dire par exemple, comporte-toi comme un agent amical et instructif, réponds uniquement sur base des données qu'on te fournit. Si tu ne trouves pas la réponse, dis que tu ne sais pas au lieu d'halluciner. Et alors les données qu'on va pouvoir lui donner, c'est soit des bases de connaissances internes, soit même des bases de connaissances publiques sur le site web par exemple. L'intérêt de ce genre de modèle, c'est qu'on va pouvoir donner des données qui sont non structurées, donc vraiment un peu à la fourre-tout. Si j'ai des vieux PDF avec de la donnée, je vais pouvoir lui donner, il va comprendre. Et alors des données opérationnelles ou transactionnelles. Alors, première démo, on va prendre le cas d'un hôtel et on va essayer de faire une analyse d'avis de client. Alors ça, j'ai écrit ça tout à l'heure. Et donc, par exemple, l'avis du client, c'est « Je viens de passer 3 nuits au Van der Valk de Liège. Séjour très agréable. L'hôtel est idéalement situé, proche du centre, facilement accessible en transport en commun. La vue est superbe. Le lit était très confortable. Par contre, la chambre aurait pu être plus propre. Les piles de la télécommande pour la TV étaient plates, mais le staff est tout de suite venu les remplacer. Petit bémol, j'ai été dérangé toute la nuit par la chambre d'à côté, qui n'a pas arrêté de faire du boucan. » Alors, je mets boucan. On peut même commencer à jouer, à mettre de l'argot. Alors j'ai pas mis de faute d'orthographe, mais on aurait pu, enfin il y en a peut-être. Le brunch dimanche midi est top, globalement je recommande cet hôtel. Et donc en fait si je vais aller donner ça à un modèle de type GPT, on va pouvoir vraiment aller, je vais peut-être zoomer, c'est petit je pense. On va pouvoir aller comprendre l'intention
de ce texte qui est un peu dans l'ordre de l'utilisateur, il n'y a pas de structure, et pouvoir aller restructurer la donnée, la classifier, pour pouvoir en fait compiler des avis de clients différents, pour pouvoir aller mettre des cotes sur base du sentiment de ce qui est dit, etc. Et donc sur base de ce petit texte-là, on voit que la cote qu'on va donner à la variété de la nourriture, c'est 5 sur 5, la propreté, 2 sur 5. Certains critères, l'utilisateur n'en a pas parlé, donc on va simplement ne pas mettre de cote. Qualité de la nourriture, 5 sur 5. Les chambres, 3 sur 5. Le lit, 5 sur 5, il était très confortable. Le staff, 5 sur 5, il est venu changer les piles directement. Le bruit, seulement 2 sur 5, il y avait du boucan dans la chambre d'à côté. On va pouvoir aller rechercher les informations clés, les lister ici. Et on va pouvoir aussi faire remonter en fait, des points pour améliorer le service. Et donc, par exemple ici, améliorer la propreté des chambres et réduire le bruit dans l'hôtel. Et alors générer automatiquement de la réponse pour le client. Et donc vous voyez ici, merci pour votre avis. On est content que vous avez apprécié votre séjour et on s'excuse pour tout inconvénient causé par le bruit des voisins. On va prendre votre feedback en considération et on vise à améliorer nos services. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième, c'est aussi basé sur mon vécu. J'ai dû acheter un micro-ondes combiné récemment. Et donc j'ai sélectionné la marque Inventum, peu importe au final. Il y avait pas mal de modèles. Et donc là, en fait, je me suis dit, ça aurait été pas mal d'avoir un chatbot conversationnel sur le site web pour un peu me guider dans mon achat. Alors j'ai un petit copion, ça tombe bien parce que avoir un micro dans une main et taper au clavier dans l'autre, ça aurait été compliqué. Vous allez devoir cligner des yeux pour voir, à mon avis. Donc là, j'ai fait un petit chatbot ici sur une page web. Alors il faut imaginer ça, par exemple, dans le coin en bas à gauche ou en bas à droite sur le site web du vendeur de four. Hein. Donc ici, c'est juste pour la démo. Et donc je pourrais, par exemple, demander quel est le volume du four modèle MN306C. Et donc là, on va aller voir le chatbot qui va me répondre que c'est de 30 litres. Il va citer ses sources. Et alors, juste pour vous montrer un peu comment ça marche derrière, ici, on voit le meta-prompt. Donc, j'ai été dire au chatbot, tu vas te comporter comme un agent au service de la clientèle. Tu seras bref dans tes réponses. Tu vas répondre seulement sur les faits listés ci-dessous. Et donc, on a les sources qui sont en fait les fiches techniques du produit que je peux vous montrer. 306C. Donc ça, c'est les sources que je lui ai données. C'est le PDF que j'ai téléchargé sur le site web. Vous voyez que c'est en néerlandais. J'ai posé ma question en français. Mon code est en anglais. Ce n'est pas un souci, ce sont des modèles génériques. Alors, je peux aussi, par exemple, une fois que j'ai acheté, je me demande comment ça marche de réchauffer le micro-ondes. Et j'ai vraiment eu la blague, parce que j'ai acheté celui-là. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on réchauffe au micro-ondes. Donc vous voyez ici, si je veux du 450 watts, en fait je dois mettre P50, aucune logique. En fait ici, j'ai découvert après qu'il faut faire x10 moins le chiffre. Donc c'est 50 x 10, 500 moins 50, 450 watts. Donc si je veux du 900 watts, c'est du P100, 1000 moins 100, assez complexe. Et donc je me suis dit, en fait si j'avais eu un chatbot conversationnel pour lequel j'aurais pu demander simplement comment est-ce qu'on fait finalement pour réchauffer un plat à 450 watts avec le four que je viens d'acheter, eh bien, je peux lui poser la question. Et normalement, il va pouvoir aller parcourir ce document abstrait et me dire que c'est le bouton P50 qui est ici. Et donc, il va me donner toutes les étapes, mais notamment, il a été choisir le bon bouton P50 pour ce que je voulais faire. Alors, je vous ai parlé aussi de la génération de contenu. Et donc, par exemple, si j'avais été un commercial chez Inventum et que je voulais faire une pub à destination d'étudiants, c'est la rentrée scolaire, il y a les cotes, c'est un petit four pas très cher, 25 litres, pas très grand, je vais pouvoir lui demander en fait de créer une publicité pour le four MN255C à destination d'étudiants. Et donc là, il va de nouveau se baser sur le manuel d'utilisation, la fiche produit, mais il va aller mettre sa petite magie GPT du fait qu'il a entraîné sur un grand corpus. Et donc, il va nous pondre quelque chose
plus ou moins en accord avec ce que je vais demander. Donc, découvrez le four MN 255C, l'outil indispensable pour les étudiants en quête de praticité et de rapidité. Avec ses 10 niveaux de puissance et sa capacité de 20 litres, ce four à micro-ondes est parfait pour réchauffer vos plats préférés en un rien de temps, blablabla. Donc vous voyez un peu le vaste champ d'application. Je vous parlais rapidement de la fracture numérique, juste un dernier cas d'usage, avant de passer aux questions-réponses. Ça, c'est live, hein. Donc si vous allez sur le site gouvernemental du Portugal, c'est ce qu'ils ont mis en place. Donc au Portugal, vous avez la possibilité d'avoir une clé digitale pour en fait accéder à différents services fédéraux, un peu similaire à ce qu'on a chez nous. Et donc il y a pas mal de questions sur comment est-ce qu'on active cette clé digitale, comment ça marche si je veux révoquer mes droits, etc. Et donc ils ont créé un chatbot en fait qui va un peu plus loin que du chat GPT, puisqu'ils ont fait une assistante virtuelle. Et donc vous pouvez poser les questions par écrit, vous pouvez les poser aussi en oral. Vous avez un petit micro ici, on ne le voit pas très bien, il est blanc, dans l'interface. Et alors la réponse, elle va être produite par écrit et en oral aussi. Donc vous allez voir l'assistante qui va parler et vous allez voir ces élèves qui vont s'adapter en fonction du texte qui a été généré automatiquement. Et donc là, on n'a même plus besoin de se contenir à une interface de type chat. On va pouvoir même aller reproduire des expériences beaucoup plus riches avec de la voix, du visuel, etc. C'est à peu près tout pour moi. J'ai d'autres choses. Hein. S'il n'y a pas de questions, j'ai d'autres choses à vous montrer. Mais peut-être passer aux Un grand questions. merci, Antoine. Super.